sur ma tronche, ce sera peut-être mieux. Salut à tous. Mais ça m'a l'air très bien. Dans ce cas-là, je te dis bye bye. C'est bon, bye bye ma Flebelle, merci beaucoup pour cette session roguelite. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Poulpi Blast, coucou. On va calmer un peu les jeux, même si moi j'adore ça aussi. On va passer un peu de l'autre côté du miroir, on va essayer d'en créer des jeux. Alors, moi c'est mon métier, je suis programmeur de jeux vidéo dans la vie. J'ai travaillé dans pas mal de boîtes diverses et variées. Là, récemment, jusqu'au mois dernier, je travaillais pour Ubisoft à Bordeaux. J'ai bossé sur le dernier Ghost Recon en tant que programmeur gameplay. Et j'ai bossé sur pas mal de logiciels différents, donc pour pas mal de boîtes et surtout de produits différents, de devices différents. J'ai bossé sur téléphone, etc. etc. Et en fait, moi au final, il y a l'outil sur lequel je suis le plus à l'aise, il s'appelle Unity 3D. Et on va le découvrir un petit peu aujourd'hui. Et surtout, en fait, on m'a soufflé dans l'oreillette que ce serait pas mal de faire un petit stream tuto de code. Alors, tuto, on va le dire très très vite, parce que je vais pas vous apprendre à coder. Ça va pas être le but. Apprendre à coder, ça prend longtemps. Ça prend vraiment longtemps et ça s'apprend pas du jour au lendemain. Ce que je peux vous faire par contre, c'est vous expliquer un petit peu comment ça marche et éventuellement faire des démos devant vous de trucs qui peuvent marcher. Alors salut Difty déjà. Je parlais, je regardais le chat sans répondre. Donc, hop. Vous me dites s'il y a des problèmes de son aussi parce que tout simplement j'ai mis un peu de musique en fond, voilà si vous l'entendez. Et donc on va passer à Unity, c'est ici, voilà. Donc ça c'est Unity 3D. Alors attention, là la scène qui est ouverte, c'est la scène sur laquelle je bosse en ce moment. C'est que des démos techniques, en plus de ça c'est pas prêt, donc pour l'instant je vais rien vous montrer de particulier, à moins que peut-être que je peux vous montrer un truc là. Non, c'est nul. Voilà. Hop. Alors, donc ça c'est Unity 3D, c'est donc un logiciel pour créer des jeux vidéo. Alors, je vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, à gauche, là où il y a ma souris, en gros, c'est ce qu'on appelle la scène. C'est là où je vais pouvoir éditer tous mes trucs. En fait, je vais pouvoir rajouter des assets, donc rajouter des sprites, rajouter des fonds, rajouter voilà, tout ce qui est un peu visuel. Je vais pouvoir faire un drag and drop du côté, enfin, de ce qu'il y a plutôt en bas vers la scène et de les bouger comme ça, la souris et tout. Et à droite ici, c'est en fait le jeu tel qu'on va le voir à la fin. Donc là, si j'appuie sur play, évidemment, il va rien se passer. Normalement. Voilà. Par contre, je peux bouger comme ceci. Ça, c'est un truc que j'avais fait il y a quelques semaines. Et normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. En fait, quand je m'éloigne, je voulais faire un split screen dynamique plutôt que quand on joue à deux, qu'on ait un mec en haut, un mec en bas, ou un mec à gauche, un mec à droite, pour que ça casse un petit peu la visibilité. Donc là, en fait, ce qui se passe, comme vous voyez sur l'écran de droite, mes deux personnages s'éloignent et la caméra bouge avec eux. Et en fait, voilà, quand ils passent l'un sur l'autre comme ceci, le split screen va bouger dynamiquement. Et du coup, en fait, les deux personnages peuvent bouger complètement comme ils veulent dans le monde. Et le split screen, en fait, ce qui est cool, c'est que si je me dirige vers le screen, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais retourner, je vais rejoindre le perso, le deuxième perso. Donc ça, c'est ce sur quoi je bosse en ce moment. Je suis en train de bosser sur une version de ça à 4 joueurs, en fait, pour pouvoir faire des... imaginez, genre dans Magicka, pouvoir vous balader où vous voulez, avoir un split screen comme ça, par exemple. Ce serait fort cool. Et donc ça, c'est ma base de travail pour un projet futur que je n'avais pas encore divulgué, parce que c'est pas fini, hein, tout simplement. Donc alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. Voilà. On va faire un nouveau projet 3D et on va l'appeler Car en Stream. For the win. Hop. Ouais, c'est bon, allez.
Bon, ça met un peu de temps à charger. Hein. Voilà, comme ça vous pouvez voir mon magnifique bureau avec la musique. Non, vous l'entendez bien la musique là, ça va? C'est pas trop fort? Qu'on puisse entendre quand même, ce serait cool. Alors Unity est en train de charger là. Donc je vais peut-être baisser ça. Voilà, vous allez avoir le droit à mon magnifique fond d'écran Pokémon. Bon, Unity, voilà, il charge, il prend son temps. J'espère qu'il a pas craché. C'est quand même ballot. J'ai l'impression que si. Donc tant pis, on va le réouvrir. C'est rare hein, qu'il fasse ça. Généralement, il crache pas comme ça. Alors, un truc à savoir, si vous voulez vous lancer dans la création de jeux vidéo comme ceci, donc Unity, c'est un logiciel un poil compliqué quand même. Enfin, c'est un peu le middle tier en termes de compliqué. C'est-à-dire si vous voulez vraiment faire des trucs très très simples, sans vous casser la tête avec le code et tout, vous allez vous diriger vers des logiciels qui sont très dirigistes justement. Vous n'allez pas pouvoir éditer grand chose. Ça va être Construct 3D, pas en Construct 3, pas 3D, c'est pour faire que de la 2D. Construct 3 donc, c'est le moteur d'Iconoclast par exemple. Vous pouvez faire RPG Maker évidemment, hein, qui est assez connu, qui a fait To the Moon, c'est le moteur de To the Moon, c'est le moteur de Cthulhu Saves the World par exemple. Il y a Game Maker qui est le moteur d'Undertale. Après, si vous voulez pousser un peu plus, il y a Unity donc, qui vous permet de faire énormément de choses. Il y a beaucoup de jeux très très connus développés sur Unity, donc il y a notamment Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of Wisps. Mais bon voilà, des jeux Unity, Overcooked, il y en a énormément qui sont faits maintenant sur Unity. Céleste, Unity également. Oui, New. Je vais refaire mon projet 40 Stream for the Win là. En espérant que ça crache pas cette fois-ci. Donc voilà, et l'étape encore au-dessus de Unity en termes de moteur disponible pour le grand public, c'est Unreal Engine. Unreal, par contre, alors, en fait, la grosse différence entre Unreal et Unity, ça va être que alors, déjà Unreal il est beaucoup plus fort en termes de graphisme. C'est-à-dire que les graphismes sur Unreal, ils défoncent clairement. Moi, je suis pas super fan parce que moi, j'aime bien les cartoons. Lourd. Qu'est-ce que j'ai dit avec lourd dedans, Diffty, je me souviens plus. En tout cas, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, Unreal, c'est un moteur où les graphismes vont être très très puissants. Moi, c'est pas trop mon style, mais voilà, c'est un moteur où on va beaucoup faire des trucs très réalistes. Ah oui, pardon, Unreal est beaucoup plus lourd, ouais, aussi, ouais, il est beaucoup plus lourd. Évidemment, bon, il fait plein de jeux énormes qui sont sortis par les plus grosses boîtes. Tous les jeux un peu réalistes, souvent c'est sur Unreal, ou alors c'est des moteurs propriétaires. Par exemple, dans le cadre à Ubisoft, moi je bossais sur un moteur propriétaire d'Ubisoft, et il n'est pas dans le commerce. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Et donc Unity, en fait, ce qui est cool, c'est que par rapport à Unreal, il y a... Alors, j'allais dire, il y a moins besoin de toucher au code, c'est pas vrai. Unreal Engine, ils ont un truc magnifique qui s'appelle les blueprints, où en fait on peut faire du code juste en ouvrant des petites cases et puis en liant les cases, en faisant des maths avec des cases en fait. C'est très bien quand on sait pas coder, quand on n'a pas envie de coder, mais ça a énormément de limites. Forcément des limites que Unity va pas avoir, parce qu'il va falloir coder de toute façon. Et Unreal, si on veut coder, c'est en C++, et c'est pas mal coton. On va pas se mentir, même pour moi qui bosse en C++ régulièrement, Unreal, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc, salut Lord Friteuse. J'aurais dû me prendre une petite bouteille d'eau parce que je meurs de soif. Attendez. Hop. Est-ce qu'il y en a encore là? J'ai l'impression que oui. Ouais, voilà, c'est ça, Diffty. Même pour des codeurs C++, Unreal, c'est pas forcément évident. Et donc, en fait, Unity, on va coder en C#, c'est un poil plus accessible. C'est beaucoup plus accessible si vous connaissez pas le code. Et même si vous connaissez, c'est plus accessible de toute façon.
Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, je vais pas trop toucher à Unity. C'est-à-dire que je vais juste vous montrer vite fait, par exemple, si je fais un clic droit ici, là, donc c'est ma liste d'objets qui sont dans le monde. Donc j'ai une lumière directionnelle, directional light. Finalement, ça simule un peu le genre de lumière du soleil. La lumière, elle va tout le temps dans la même direction. Donc ça va générer des ombres. Forcément, ça va faire des ombres, trucs comme ça. Et la lumière, en fait, elle va être diffusée partout dans le monde. À moins qu'il y ait un mur et qu'il y ait une ombre derrière, quoi. Il y a d'autres types de lumière qui existent, hein, la lumière, les point light, donc des lumières ponctuelles, un peu comme des ampoules. Et puis des trucs un peu plus coniques. Et j'ai une caméra ici. La caméra, tout le monde sait ce que c'est. Les gens qui connaissent un peu le jeu vidéo, ils savent. La caméra, voilà, c'est... quand ils parlent de caméra dans les jeux vidéo, ils savent à peu près de quoi ils parlent. Et la caméra, donc évidemment, je l'aurais compris, c'est juste la base. Ce qu'on appelle les 3C, en fait, Character, Controls et Caméra. Si je dis pas de bêtises, il y a Controls dedans. J'ai un petit doute. Il y a au moins Caméra et Character dedans, ça c'est sûr. Et donc en gros, c'est la base ultime de notre gameplay, finalement, de ce qui va fonctionner pour que le jeu soit fluide et voilà, marche bien pour le joueur. Ouais, je sais mes 3C, ouais. Et j'arrive à encore avoir des doutes dessus, donc c'est probablement que je me les récite pas assez. Donc, alors voilà, petit exemple sur Unity. Donc là, je vais mettre le jeu un petit peu en retrait. Donc, en gros, ce qu'on voit là à droite, finalement, c'est la vue de la caméra. Hein. D'ailleurs, il y a une petite caméra preview. Maintenant que j'ai cliqué sur la caméra qui affiche exactement la même chose. Parce qu'on peut avoir plusieurs caméras dans le monde. Comme je vous montrais tout à l'heure, ma démo, en fait, avec plusieurs caméras et un split screen dynamique. Donc j'avais plusieurs caméras. Si je cliquais sur chacune de mes caméras séparément, dans la caméra preview, j'avais le résultat que la caméra voulait afficher, en fait. Donc là, admettons, voilà, je peux créer des objets dans ma liste d'objets ici. Je vais prendre, voilà, 3D Objects. Bon, on va créer un cube qui est dépendant de ma caméra, donc ça commence mal. Hop, on va le sortir. Et je m'en fous des services. Là, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inspecteur. Ici. Ça, l'inspecteur, en fait, quand je clique sur un objet, ça me donne plein de petits trucs à changer sur mes objets. Donc là, mon cube, par exemple, alors il a un transform. Un transform, c'est en fait, sous ce nom un peu compliqué, en fait, c'est des données assez simples, c'est-à-dire c'est la position de mon cube. Pour l'instant, il est en 0, 1, moins 10 dans le monde. Donc on va le mettre en 0, 0, 0, pour foutre au milieu. Et là, vous voyez que la caméra, d'ailleurs, finalement, elle regarde le point 0, 0, 0, parce que mon cube, il est pile en face de nous. Le cube, je peux le faire tourner avec ma rotation ici. Hop, donc rotation, alors on le voit pas parce que mon cube il est tout blanc. Ah ouais, bon, c'est un nouveau projet, donc les shaders ils vont pas y être, enfin les matériaux vont pas y être. Voilà, je peux faire retourner mon cube comme ceci. Et puis en fait, je peux aussi le scaler. Donc là, il est en 1, 1, 1. Donc le scale, c'est la déformation en taille en fait. Donc là, voilà, si je veux le mettre en X par exemple, hop, ça déforme en X. Si je veux juste faire un cube plus gros que ce cube-là, je vais mettre, en fait, je vais multiplier tout par 2. Donc, je vais faire 2, 2, 2. Hop, j'ai un cube plus gros. L'échelle en bon François, exactement. Le scale, c'est simplement l'échelle. Et moi, ce que je vais faire là, c'est juste... alors, je l'ai fait rotation, donc ça va être un peu caca. En fait, je vais juste agrandir tout ce machin-là. Hop, je vais faire 50, 50. Alors, c'est très très blanc. Je vais peut-être me créer un petit... matériel, allez, vert, paf. Et puis normalement, il me semble qu'il y a des textures que je peux. Ah, j'utilise jamais ces trucs-là, c'est horrible. Normalement, il y a des textures de base que je peux foutre, genre les textures d'herbe et tout. Bon, je les ai perdues là, elles sont pas loin, normalement. Pas passer trop de temps là-dessus. Voilà, bravo, vous avez un cube tout blanc. c'est cool. Et imaginons par exemple que hop, je vais poser une sphère dessus. Là normalement, la sphère, elle a pas de physique, si non, elle a pas de physique. Si elle était physiquée, j'aurais appuyé sur play, elle serait tombée, évidemment.
pardon, hop, hop, voilà. Donc ma sphère, si je veux la faire tomber, je vais créer un rigid body. Rigid body, c'est notre, en fait, c'est notre physique. C'est notre objet physique avec une masse, avec quelques notions un peu plus funky, voilà, la vitesse angulaire, le frottement, des trucs comme ça. Est-ce qu'on utilise la gravité ou pas, est-ce que mon objet est cinématique ou pas, etc., etc. Donc là par exemple j'ai mis use gravity, donc là normalement notre boule elle va tomber comme une quiche. Voilà, hop. Elle est tombée, alors elle est tombée un peu vite, mais elle est tombée bien sur notre cube, et ça c'est possible parce que notre cube il a même s'il n'est pas physiqué, en fait notre cube a un box collider. Le box collider, bah, c'est comme son nom l'indique, un collider, donc c'est en fait ça qui va nous permettre de calculer toutes les collisions entre les objets. Et là en l'occurrence ma sphère a un sphere collider aussi, donc les deux vont calculer leur collision quand ils sont en collision. Ils vont le savoir, et on va avoir une sphère qui tombe pas plus bas que le dessus du cube, que le dessus de notre sol. C'est bien. Maintenant, si on veut faire un peu plus de trucs, ben, il va falloir se mettre à coder, parce que là, ben, j'ai une sphère avec un sol, quoi. C'est pas ouf. Si je veux que ma sphère, elle bouge, par exemple, ben, il va bien falloir que je fasse du code. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais même pousser le truc un peu plus. Moi, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que je vais créer un petit perso. Et merde, c'est où? Voilà. Hop. Normalement là. Clouc. Non. Non. Parce que la sphère et la capsule n'est pas physiquée, évidemment. Use gravity, oui. Et là, je vais faire freeze rotation pour pas que mon... Pardon. Freeze rotation, je vais pas la freezer en Y, mais en X et en Z. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que sinon, là, je prends le risque que ma capsule, en tombant, en fait, bah, c'est un objet avec un rond en bas, quoi. Donc en fait, ça peut peut-être se balancer. Et si je le bouge, en fait, il y a moyen avec le moteur physique que ma capsule tombe et que mon personnage, en fait, se casse la tête. Donc voilà, je freeze les rotations, je laisse celle en Y, c'est celle qui va me permettre de tourner comme ceci. Et donc en fait de tourner mon perso. Là normalement, est-ce que oui, est-ce que non? Alors ma sphère elle est encore physiquée, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Hop. Clouc. Voilà. Bon, c'est juste un petit perso vite fait, et puis on verra plus tard pour ce qui est de le... Enfin, on va voir maintenant en fait. Pour ce qui est de le faire bouger et tout, j'ai changé un peu la caméra, pardon. Hop, voilà. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va se mettre au code pour faire bouger notre perso. Et avant de faire du code, bah, je vais vous expliquer un peu vite fait. Quand je dis vite fait, c'est très très vite fait. Parce que c'est le code et comment on peut se représenter ça. Parce que concrètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, le code ça s'apprend pas en claquant les doigts. Il y a des tutos sur internet qui sont pour certains très très bons, notamment sur Open Classroom, vous pouvez apprendre des bases assez facilement. Allez hop, hop, bon, je vais appeler perso machin. Et là, on va ouvrir du code. C'est donc un script qui s'appelle perso. Le langage du C#. Alors, ah mais oui, bien sûr, c'est pas comme si j'avais ouvert Visual genre il y a 1 heure. Ok, merci. Donc pour écrire du code, il faut un logiciel aussi qui permette d'écrire du code. Donc moi j'utilise Visual Studio, qui est le logiciel de base de Microsoft. Il est assez lourd, ça prend du temps à installer et tout, mais c'est vraiment le logiciel de base pour écrire du code. Par défaut, Unity, il a un logiciel qui s'appelle MonoBehavior, enfin pas MonoBehavior, n'importe quoi, MonoDevelop. MonoBehavior, c'est... vous allez voir dans le code, c'est un truc à eux. Mais voilà, Visual Studio, c'est vraiment très très puissant comme outil par rapport aux autres, ce qu'on appelle des IDE. Est-ce que MonoDevelop est toujours livré avec? Il me semble que oui. J'ai un petit doute aussi. Il était jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Moi, c'est vrai que comme j'utilise Visual en permanence, en fait, je
me prend pas la tête. Je sais pas, en fait oui, je sais pas, t'as raison. On a VS Direct maintenant, ok, bon bah autant pour moi. Et donc maintenant c'est ça, là, c'est la base. Effectivement voilà, donc Visual Studio c'est comme je disais Microsoft qui fournit ça. Et il y a effectivement, comme dit Diffty, la version Mac qui s'appelle VCode. Alors c'est pas une version Mac, hein, c'est un logiciel différent. Mais voilà, donc sur Mac, le logiciel pour coder c'est VCode. Donc alors ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, je vais faire le gros sac, je vais dégager tout ça. Pourquoi? Parce que avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, bon alors, visiblement, pour l'instant, il y a 8 personnes sur le stream, dont 2 qui savent déjà coder, donc au moins. Donc je vais peut-être pas apprendre ça à grand monde, mais si jamais vous êtes en replay, c'est comme ça qu'on code. Alors, enfin pour l'instant, comme je dis, on va pas coder, je vais essayer de partir sur des bases. La base, c'est-à-dire que le code, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est on va écrire finalement des commandes à l'ordinateur dans un certain langage. Donc nous, ça va être un langage qui s'appelle le C#. Et on va communiquer à l'ordinateur des instructions. On va lui dire, par exemple, moi j'ai envie de bouger mon perso. Je vais écrire bouge mon perso. Et en fait, le perso, forcément, il va pas bouger tout seul. Il va falloir donner un petit peu plus d'indices à l'ordinateur. Il va pas savoir comme ça magiquement comment le bouger. Donc on va dire, le mouvement, en fait, ça va être si tu appuies sur un bouton du clavier ou sur un bouton de la manette, alors mon personnage va se déplacer dans telle direction. Et ainsi de suite. Donc en fait, comment ça va fonctionner? On va avoir ce qu'on appelle des fonctions. Et dans ces fonctions-là, donc les fonctions c'est un peu finalement c'est nos commandes, notre gros bloc de commandes. Et dedans, on va faire de la logique en fait. On va dire si y a un bouton qui est appuyé, alors on va avoir telle action. Si truc, alors truc. En fait, c'est purement de la logique. Enfin, presque purement. Il y a quelques petits trucs à savoir. Et les fonctions, en fait, c'est pas exactement, mais quasiment le même, la même fonctionnalité qu'en maths. Et ça, en maths, ça parlera peut-être à un peu plus de monde, peut-être. C'est un truc qu'on voit. Alors, si vous avez des soucis avec les maths à partir de là, justement, à partir du programme de 3e à peu près, vous risquez peut-être de galérer un peu. Je suis désolé par avance, mais ça me paraît être le meilleur compromis pour aborder à quoi ça sert. En gros, si j'écris une fonction en maths, forcément ça remplit le truc tout seul en plus. Hop, admettons, je vais prendre en maths cette fonction là. Allez, 5x moins 9. M'en fous, je mets un truc au pif. Cette fonction là, en maths, en fait c'est l'équivalent, enfin si vous voulez, ce que ça fait, c'est qu'on a une valeur de x. C'est une variable, un truc qui est pas connu. X il peut valoir 1, 50, 1 million, moins 10. Voilà, c'est un truc. Et en fait, selon les différentes valeurs de x, la fonction f de x là, hop, on voit plus la souris, tiens, si voilà. La fonction f de x, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle prend x et elle va le transformer ce x. Qu'elle va dire, pour un x donné, on va faire ce calcul là, x au carré plus 5x moins 9. Et ça va nous donner un résultat. Ce résultat, c'est f de x. En fait, notre fonction, c'est un peu comme une machine, je sais pas, c'est un peu comme un grille-pain, enfin un grille-pain, c'est une machine très très précise, mais très voilà, où il y a vraiment un but très très défini. Mais un grille-pain, par exemple, notre variable, c'est notre tranche de pain, et puis on le met dans le grille-pain, et le résultat de la machine, c'est notre pain qui est grillé, quoi. Là, c'est un peu le même principe. C'est une machine, on lui donne à bouffer un truc, ça nous sort un résultat. Et en programmation, en fait, donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pour réaliser par exemple cette fonction f de x là, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un truc un peu plus simple, c'est juste prendre x carré tout court. Et je vais appeler ma fonction donc fonction carré. Alors, là, il n'y a pas la notion de x encore. Déjà, je vais mettre des accolades parce qu'en fait, ça c'est ce qui délimite la fonction. Alors, la fonction, elle commence à cette accolade-là, elle termine à celle-là.
Et donc là, j'ai pas mis de notion de variable ou quoi. Il va falloir cette notion de variable, on va la mettre entre les parenthèses qui sont là. Donc fonction carré. Je vais lui dire qu'est-ce que tu prends à manger comme variable. Moi, j'ai envie que ce soit un x. Un x, ça peut être n'importe quelle valeur mathématique dans l'ensemble des nombres réels. Et donc c'est n'importe quel chiffre à virgule, tout ça, pi, ça peut être n'importe quoi. Et en informatique, du moins en C# et dans d'autres langages dérivés du C, et dans beaucoup d'autres langages, pas que langage dérivé du C, c'est les nombres réels, on les appelle des floats. On les appelle X. Il y a d'autres types. Alors en fait, ça sont des types de données. Donc on a int, ça veut dire integer, c'est les nombres entiers. Si je fais par exemple int y égale 2, j'ai un nombre y, une variable qui s'appelle y et qui vaut 2. Donc float, float, si je fais y égale 2, c'est possible, mais float, je peux aussi faire 2,89, ça marchera. Le int, il va forcément arrondir à la valeur entière. Et même si on veut être un peu plus précis, normalement, il faut mettre un f à la fin. Et le point virgule, je reviendrai dessus plus tard. Donc là, j'ai mon float, ma variable, mon nombre réel x. Qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire un nombre. Finalement, la fonction carré, c'est x fois x. Ok. Et un point virgule, en fait, ce que ça fait, c'est que ça termine la ligne. Ça termine l'instruction. C'est-à-dire que là, c'est une instruction x fois x. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est que cette fonction, elle renvoie x fois x comme valeur finale, comme résultat. Et pour renvoyer un résultat, on utilise le mot-clé return. Si vous voyez ça dans un code, donc return x fois x, ça veut dire que c'est sûrement la fonction carré. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a encore return, là, il aime pas trop visiblement. Un mot-clé return ne doit pas être suivi d'une expression d'objet. Fonction carré, retourne void, machin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, c'est normal que return pour l'instant soit souligné parce que une fonction, ça peut retourner énormément de choses. Là, je retourne un nombre, mais je pourrais retourner des objets, si je veux savoir par exemple quel joueur a le plus gros score, ma fonction, je vais dire get player, et elle va retourner un joueur entier, elle va pas retourner que un nombre. Donc il va falloir que je renseigne à la fonction, là au début, là, non seulement le type de variable d'entrée, donc x, float, mais aussi ce qu'elle va nous sortir. Et là, ce qu'elle va nous sortir, c'est aussi un nombre réel, donc un autre float. Et on met le float au début comme ceci. Donc là voilà, on a notre affaire. Alors là c'est normal, ne vous inquiétez pas, il y a encore une erreur, mais ça c'est parce que je vous expliquerai plus tard, c'est les trucs de Unity. Donc voilà, elle a notre fonction carré. Elle prend x en paramètre, elle renvoie x multiplié par lui-même, x fois x. Et on peut faire plein d'autres trucs super funky comme ça. Imaginons maintenant, je veux faire la fonction valeur absolue. La fonction valeur absolue, en maths, c'est un truc, vous prenez un x aussi, pardon, et en fait, ça renvoie juste la valeur la même valeur du nombre, ça renvoie x, mais toujours positif. C'est-à-dire que valeur absolue de 5, c'est 5, valeur absolue de 28, c'est 28, mais valeur absolue de moins quelque chose, c'est le quelque chose. Donc valeur absolue de moins 10, c'est 10. Valeur absolue de moins 55, c'est 55. Et donc là, ce qu'on va devoir faire, on va pas pouvoir juste faire return et quelque chose. Il va falloir enrober ça un petit peu dans des conditions. Et en l'occurrence, ce qu'on veut pouvoir dire à l'ordinateur, c'est si notre x il est positif, il n'y a pas besoin de le changer. Si notre x est négatif, il va falloir renvoyer la valeur inverse. Et ça, c'est exactement le principe, le cœur de la programmation. Donc, on va écrire les mots-clés toujours en anglais, quasiment toujours. Donc, if, si mon x est supérieur à 0, d'ailleurs supérieur ou égal, parce que la valeur absolue de 0, c'est 0. Si mon x est supérieur ou égal à 0, on va réouvrir des accolades, et on va dire, renvoie x.
Voilà, c'est tout bête, hein. Et puis, dans le cas contraire, voilà, si x il n'est pas positif, finalement il est négatif, on n'a pas besoin de renvoyer de renseigner de conditions, mais juste else, voilà. Donc c'est en gros si x est supérieur à 0, fait un truc, sinon, fait un autre truc. Et cet autre truc, ça va être de nous renvoyer la valeur inverse de x, moins x. Voilà. Et donc voilà, fonction valeur absolue, tranquillou, bilou. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'une fonction et comment on code des trucs simples, mais des trucs quand même, on va pouvoir passer un peu plus sur Unity à coder des choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça. Je vais supprimer complètement mon script qui est bidon parce que j'ai viré tout ce qui est intéressant. J'avais des erreurs dès la première ligne, premier caractère, c'est un peu caca. Je vais rappeler ça perso. Merci de ouvrir, s'il te plaît. Il n'est pas content. Ah oui, c'est normal. Il n'est pas content, c'est normal. Voilà. Alors ça, c'est le code de base quand vous générez du code sur Unity, quand vous lui demandez de créer un script, il vous envoie ça dès le départ. Ça peut faire peur. En réalité, ça fait... Voilà, on va expliquer un petit peu les choses une par une. Vous allez voir que c'est pas si compliqué pour l'instant. Alors, déjà, il y a un truc... Là, tout à l'heure, je mettais les accolades les unes en dessous des autres, comme ceci. Et là, vous voyez que c'est pas les unes au-dessus des autres. En vrai, on s'en fout. Enfin, voilà, d'ailleurs... J'ai remis la parenthèse fermante et ça s'est mis à la ligne tout seul. Ça, en fait, ça dépend juste des nomenclatures, des trucs que vous utilisez, comment vous êtes à l'aise. Par défaut, effectivement, généralement, les vieux codeurs, ils mettent l'accolade ici. Et puis, voilà, ils mettent l'accolade fermante en dessous. Donc, pareil là, voilà, l'accolade, elle serait là. Et puis, hop, l'accolade, elle serait là. Moi, je trouve ça peu lisible. Moi, ça me gêne. Et en gros, il y a une règle d'or un petit peu dans le code, c'est faites un code toujours lisible, forcément. Ouais, oui, c'est souvent les vieux codeurs, disent-ils, ne disons pas le contraire. Pas que, mais d'ailleurs, j'étais en train de... Aujourd'hui, j'ai essayé pour mon truc de faire mon split screen à 4 personnages, là. Justement, je suis tombé sur un bout de code où le mec codait comme ça, en fait. Et bon, après moi je l'ai réagencé parce que voilà, j'aime bien que tout soit en ligne, propre et tout. Enfin, propre, c'est ma façon de voir les choses propres. Mais en réalité, le code il va s'exécuter de la même façon, même si je ferme l'accolade sur la même ligne là, ça va fermer ma classe, enfin voilà. Donc en fait, c'est juste une question de lisibilité, il faut que votre code soit lisible et surtout compréhensible. Il ne faut pas que vous reveniez le lendemain en disant qu'est-ce que j'ai fait. Il faut pas non plus que vous nommiez vos variables. Tout à l'heure, je nommais mes variables x. X pour une fonction de maths, genre fonction carré, fonction partie entière, valeur absolue, je sais pas quoi. C'est bon. Des trucs plus compliqués, c'est pas bon. Par exemple, je vais avoir un GameObject. Le GameObject, c'est ma classe de base des objets dans Unity, donc n'importe quel objet. Hein. Je vais mettre un GameObject et puis je vais l'appeler U. Et c'est quoi U? C'est quoi U? On sait pas. Par contre, si je l'appelle player, là vous savez que c'est le joueur. Enfin, vous savez que ça doit être le joueur. S'il y a autre chose dedans, c'est pas normal. Donc voilà, toujours bien nommer vos variables, toujours bien nommer vos fonctions, c'est très important. Alors, c'est plus clair pour commencer ce genre de présentation. Après, le style qu'on adopte est personnel. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Tant que, comme je dis, en fait, tant que vous le comprenez, tant que c'est lisible, faites ce que vous voulez. Il faut que vous soyez à l'aise. Et éventuellement, si vous bossez dans une boîte comme moi, que vos collègues soient à l'aise aussi avec comment vous écrivez. Il y a des nomenclatures spécifiques à chaque studio aussi. En l'occurrence, moi, la quasi-totalité des boîtes dans lesquelles j'ai bossé codaient comme ça. Et ça m'arrange bien parce que j'aime bien ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces 19 et 18, parce qu'il y a un blanc là. Qu'est-ce qui se passe dans ces 18 lignes générées par Unity automatiquement? Donc ça, c'est ma classe qui s'appelle perso, donc c'est pour mon perso.
J'aurais peut-être dû l'appeler personnage. Je suis mauvais élève moi-même, je dis bien nommer les trucs et puis j'appelle les machins à moitié. La classe personnage. Une classe... les classes, en fait, c'est un truc qui a été introduit avec le C++, c'est ce qu'on appelle de la programmation orientée objet. C'est-à-dire qu'on va créer des objets, en fait, et on va les... un peu comme, voilà, comme un joueur, on va faire une classe joueur, c'est notre objet. Et puis, en fait, on va pouvoir les manipuler un peu plus facilement. Comme ça, on n'a pas besoin à chaque fois de dupliquer du code, de réécrire le même code 150 fois. On va écrire des fonctions dans cette classe personnage, en fait, qui vont être propres au personnage. Par exemple, personnage bouge. Je vais écrire une fonction bouge et le code pour que le personnage bouge dedans. Et comme ça, si je veux que le personnage bouge à différents endroits du code, j'ai juste à appeler la fonction personnage bouge et voilà. J'ai pas besoin de la réécrire 150 fois. Donc, public, ça veut dire qu'on peut y accéder depuis partout dans le code. Alors pour les classes, c'est un peu plus particulier, mais je vais pas rentrer dans les détails. Donc public classe personnage, c'est ma classe personnage, et le 2.monoBehavior là, on peut le virer en vrai. Alors on peut le virer dans certains contextes. Là je vais le remettre, mais je vais vous expliquer déjà. En fait, il n'est pas forcément nécessaire, ça dépend de l'utilité que vous en avez. Ça c'est juste mon objet personnage de base, et en fait si je mets 2.monoBehavior, ce qui se passe c'est que on fait ce qu'on appelle un héritage. C'est-à-dire que là, en fait mon personnage c'est un objet de type monoBehavior. MonoBehavior dans Unity, c'est en fait c'est le type de base pour que là, si je reviens sur mon éditeur, en fait c'est un peu comme une composante de mon objet. C'est-à-dire que là, mon perso, c'est ma capsule là. D'ailleurs, je vais le renommer personnage. Je suis désolé, on voit pas très bien. Je peux pas vraiment zoomer sur Unity. J'espère que c'est visible pour vous. Donc mon personnage. Maintenant, là que j'ai mon perso qui a un monoBehavior, j'ai fait un clic et glisser là, un drag and drop. Je peux, a priori, non, because the script class cannot be found. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur nomme personnage peut-être, ce sera plus content. Allez. Je fais n'importe quoi là. Voilà. Hop, c'est bon. Attention, clac, et voilà. Là, j'ai mon petit script ici qui s'est rajouté en fait dans mon personnage. En gros, c'est donc comme je disais tout à l'heure mes données de mon perso. Et mon script personnage, il est là. Si on enlève monoBehavior ici, ouais, c'est relou avec ça. Hop, je m'y rechargeais alors que j'avais pas besoin, mais voilà, ça recharge du coup. Et évidemment, maintenant que mon script est introuvable, parce que j'ai changé de nom, et ben oui. Donc en fait, si j'avais pas mis monoBehavior dans mon script, ça là, j'aurais pas pu l'attacher en fait. Mon script, j'aurais pas pu l'attacher comme une composante de mon personnage. Ça peut, je peux avoir un script qui n'est pas monoBehavior et qui est utilisé dans le script monoBehavior pour plein de choses. Mais monoBehavior, ça permet d'attacher ce script là, et en fait, il va pouvoir, ce script en fait va être autonome, il va pouvoir tourner de lui-même. À chaque frame, il va être appelé par Unity, il va faire un update finalement de mon perso. Hop. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. La fonction start ici, vous allez mettre dedans tout ce dont vous avez besoin quand vous initialisez votre personnage, quand vous initialisez votre script. C'est marqué d'ailleurs ici, use this for initialization. Et update, c'est tout ce qui va se passer à chaque frame. À chaque frame, cette fonction-là, elle va être appelée. Et vous allez pouvoir faire des trucs. C'est marqué d'ailleurs au-dessus, update is called once per frame. Donc, les deux, vous l'avez peut-être compris, parce que là je suis en train de dire c'est marqué au-dessus, les deux petits traits là, les deux petits slash, ça sert à mettre des commentaires dans le code. C'est pas du code en fait, c'est des commentaires. C'est-à-dire que ça je peux le virer, le code il va fonctionner exactement de la même façon. Et à l'inverse, je peux mettre maintenant d'autres choses dessus, c'est juste des commentaires pour moi, pour que ce soit plus lisible pour mon code. Donc je mets voilà, ça c'est la fonction start,
pour le car en stream. Lol. Voilà, je pense que c'est un assez bon commentaire. Voilà, tu vas faire quoi Enfin bref. Le code sera, ça c'est clairement juste pour faire joli, pour comprendre ce qui se passe. Donc ça c'est clairement un commentaire pourri. Et autant laisser le commentaire qu'il y avait avant. Hop, voilà. À terme, moi je les vire, ces commentaires. Hein. D'ailleurs, ces fonctions-là, vous pouvez les virer. Le code fonctionnera quand même, c'est juste que vous n'aurez pas le start, vous n'aurez pas l'update. Il y a d'autres fonctions que Unity permet d'utiliser grâce au MonoBehavior. Elles sont juste pas mises automatiquement, mais il y en a d'autres. Il y a un late start, un fixed update pour éviter des problèmes de framerate, en fait, pour pouvoir gérer la physique séparément, des trucs comme ça. On va pas rentrer dans les détails non plus. Alors, j'ai pas encore parlé de ces 3 premières lignes là. Using, truc un peu mystique. Ça fait pas, on sait pas trop ce que ça fait. En fait, using, c'est ça permet d'utiliser des bibliothèques. En code, on va pas pouvoir tout non plus faire tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, il va falloir aller taper très bas dans finalement dans le code de Windows et puis même dans le code de Unity et tout. En fait, Unity nous fournit déjà des fonctions toutes faites, sinon on serait dans la merde. En l'occurrence, start et update dans les MonoBehavior, c'est des trucs que Unity nous donne. Et ça, pour pouvoir les charger, on écrit cette ligne, using Unity Engine. Et ces deux-là, System Collection et System Collection générique, on peut les enlever en vrai là pour ce qu'on a fait. System Collections générique, ça permet d'accéder à tout ce qui est tableau, liste et compagnie. Pour l'instant, on s'en fout. Et j'ai pas encore parlé d'un truc dont j'ai pas parlé, c'est ça là. Void. Qu'est-ce que c'est Void? Alors, on a vu tout à l'heure les fonctions, j'ai expliqué un petit peu les fonctions en mettant des types de retours et des trucs dans les parenthèses pour les variables et tout. J'avais mis float, je vous ai parlé de int, il y a aussi void. Et void en fait, il fait un truc très utile, c'est que c'est le type qu'on va mettre quand on veut justement renvoyer rien en fait. Enfin, on a besoin forcément que la fonction elle sorte à un moment, elle finisse. Mais si elle peut se finir sans valeur de retour, si c'est juste un truc qu'on va exécuter comme une chaîne de commande classique, on peut mettre juste void. Et là en gros, si je mets float, bon là ça va pas marcher parce que la fonction start Unity la connaît déjà, mais si je mets float et que j'essaie de lancer mon code comme ça ne va pas marcher, parce que une fonction qui renvoie un float, elle a besoin de renvoyer un truc. Oh, super. Return un truc, float. Elle a besoin de ça. En revanche, vous avez peut-être dû entendre hein, mes notifs Facebook, j'espère que vous êtes contents. Peut-être prendre 2 secondes pour couper Facebook, voilà, comme ceci. Hop, on revient là. Pardon. Donc, float, on a besoin d'un float, que ça renvoie un float. Void, on peut ne rien renvoyer du tout. Là, ça compile, c'est bon, ça marche. Si je fais return tout court, bon, là tout de suite ça sert à rien, mais ça marche aussi. Si je fais return 6, donc un int, ça ne marche plus. Parce qu'on veut pas que ça renvoie quelque chose. Voilà. Donc maintenant, ça, voilà, c'est un MonoBehavior de base. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de faire bouger notre personnage. Comment on fait bouger notre personnage? On l'a dit tout à l'heure, alors je vais mettre des petits commentaires, ça va être dans l'update forcément, parce qu'à chaque frame on va vouloir ça. On va vouloir, est-ce que j'appuie, est-ce que j'ai bien zoomé là? Zoomer un peu plus. Est-ce que j'appuie sur, allez, moi je vais utiliser, bon je vous montre le clavier, alors que il n'y en a en réalité pas besoin du tout, attention, voilà c'est là. C'est ici, ouais. J'ai un peu de mal avec l'angle de la webcam. Je vais utiliser simplement les 4 flèches directionnelles de mon clavier là. Et donc on va dire est-ce que j'appuie sur O? Si oui, avancer le perso. Voilà. Si oui, avancer le perso.
Et puis on va faire pareil pour les 4 directions. Donc si je vais avancer en appuyant sur O, on va dire, eh ben, on va avancer en X, donc, selon l'axe X des coordonnées du monde. Et puis hop, est-ce que j'appuie sur bas? Si oui, ben on va faire reculer le perso du coup, etc. Voilà. Je vais faire les 4, hein, de toute façon on est pas assez après. J'ai un peu de temps. Hop, gauche-droite. Donc là, ça va être... Alors, si je dis pas d'ânerie, je vais quand même vérifier parce que, en fait, selon les moteurs, ça c'est super relou. Selon les moteurs, les axes, c'est pas les mêmes. Alors, ça, c'est bien ce qui me semblait, donc c'est bon. En gros, vous voyez là, j'ai un X ici, là, j'ai mes axes X, Y, Z. Ça, c'est les axes de mon monde. Donc, Y, ça va aller vers le haut. En l'occurrence, là, si je tourne un peu ma caméra, voilà, comme ceci. Donc là, on voit plus le X, mais parce que le X, il est... Voilà. En gros, le X, il vient vers nous. Oui, il va... Non, il va dans l'autre sens, plutôt. Donc si je tourne, pardon, comme ceci... Ouais, non, allez, on va faire comme ça. Là, en fait, X, il va vers le fond. Moins X, ça vient vers nous. Y va vers le haut. Z va vers la droite. Donc, ce qui est important, c'est surtout de savoir que l'axe qui va vers le haut, c'est Y. Sur Unreal Engine, c'est Z. Et il y a plusieurs moteurs où c'est Z, et d'autres moteurs où c'est Y, et d'autres moteurs où X c'est moins X. C'est pas toujours évident, faut bien savoir ce que vous faites avant de commencer. Par exemple, il y a des bibliothèques 2D où le XY, vous aurez tendance à dire que X ça va vers la droite, que Y ça va vers le haut, et en réalité l'origine elle n'est pas en bas à gauche, pour eux elle est en haut à gauche, et du coup Y il va vers le bas. Donc ça dépend vraiment des moteurs, c'est toujours un peu tricky. Donc nous, du coup, bah là, ça va être l'axe Z. C'est sur l'axe Z qu'on va faire bouger notre perso. Parce que Y, donc, bah, sinon, il volerait, quoi. Et vu qu'il y a de la gravité, en plus, ça va pas très très bien marcher. Alors, eh ben, on va commencer à coder. Est-ce que j'appuie... Bah, si j'appuie vers le haut, je vais faire un truc. Donc, if... Ah bah tiens, comment on fait pour dire est-ce que j'appuie sur le clavier? Alors heureusement Unity, dans ses fonctions de base, il n'y a pas que update et start. Il y a pas mal de trucs très très utiles. Et dans ces utilitaires là, bah, par exemple il y a input. Alors là, normalement c'est censé se remplir tout seul. Là vous voyez quand je marque input, ça me remplit les trucs au pif, alors ça ne le fait plus. Mais, enfin pas au pif, mais ça me remplit les trucs automatiquement. Et normalement input il devrait y être, là c'est juste que je pense que c'est pas chargé correctement, mais ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Si je dis pas d'ânerie, la fonction getKeyDown, et je crois que c'est key. Alors, en plus, comme il n'y a rien qui est chargé, je suis obligé de tout faire de tête. Normalement, vous avez des Z. Hein. Là, vous voyez, tout ça là, normalement, c'est des Z pour vous aider à écrire vos fonctions, à les trouver, sans que vous ayez besoin de les chercher sur Internet, sans que vous ayez besoin de les trouver de tête tout seul. Salut Nathan, bienvenue pour ce magnifique tutoriel qui va durer encore une cinquantaine de minutes. Voilà, avant de continuer, petite annonce, deux petites annonces. La première, c'est que demain soir, il y a Blind Test. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous le savez. Pour les autres, j'espère que vous viendrez. Donc demain soir à 20h, de 20h à 23h, on fait comme la semaine dernière, donc un blind test musique de jeux vidéo. Il y aura 100 morceaux comme la semaine dernière. Et puis voilà, on vous attend nombreux et puis on espère que vous allez vous amuser avec nous. Ah, je vois que vous vous amusez bien avec le bot. Salut Citram aussi. Donc voilà, demain soir blind test si vous êtes disponible. Évidemment, le car en stream sera en train de stream jusqu'à ce soir 23h et demain toute la journée également. Et la deuxième petite annonce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui en fait mon créneau il se termine à 18h. On va pas terminer à 18h, on va terminer un petit peu avant. Et c'est la Danette qui va ensuite enchaîner avec des tests des jeux du festival Amaze. Il va commencer un petit peu. Oh, il m'a dit, je crois qu'il allait passer un peu de musique.
Normalement, donc son créneau, lui, va commencer un petit peu plus tôt, parce que moi, je dois partir, malheureusement, un peu avant 18h, par la simple bonne raison que ceci, autour de moi, c'est mon bureau. Et que c'est pas que mon bureau, c'est aussi celui de ma femme. Et que quand elle a besoin de travailler, je dois pas être là, parce qu'elle travaille sur Skype, en gros. Comme elle commence à 18h, je dois partir un peu avant. Bref, voilà, c'était ma vie. Bravo. Donc maintenant, alors vous inquiétez pas, la Danette est au courant, en théorie, s'il a pas oublié. Donc on va repasser sur notre petit code. Et donc comme je disais, voilà, est-ce que j'appuie sur mon bouton O? Et il me semble que c'est keycode.truc. Vous savez quoi, on va regarder sur internet. Parce qu'il y a un truc qui est magique sur internet aussi, si vous galérez en code, c'est que vous pouvez tout trouver. Voilà, la doc. La doc, c'est toujours... quand vous avez un doute, vous allez regarder les docs. Et en l'occurrence, Unity, C# et tout, c'est tranquillou bilou. Vous écrivez Unity et le nom des fonctions que vous voulez. En l'occurrence, moi j'ai isKeyDown. J'ai mis getKeyDown, ouais, getKeyDown. Pardon. Hop, getKeyDown. Et ça me dit un truc, ça me décrit la fonction, ça me montre un petit cas d'utilisation. Donc là, la fonction, c'est... alors ça renvoie vrai. Parce qu'en fait, ça renvoie donc une valeur qui est vraie ou fausse. Voilà, c'est un binaire. Si c'est faux, en l'occurrence, voilà, comme j'ai mis if, ça, si c'est faux, on va pas passer dans le if. Si c'est vrai, on va passer dedans. Donc, voilà, en l'occurrence, Dio, ça retourne vrai pendant la frame où l'utilisateur va commencer à appuyer sur le bouton. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai pas utilisé la bonne fonction. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir, pour faire bouger notre perso, on va devoir bâcher le bouton en permanence, parce qu'on va avancer par à coup en fait, vu qu'on va, ça détecte que la première frame. Nous, ce qu'on va vouloir, ça va plutôt être du coup getKey tout court, si je dis pas d'annerie. Hop, getKey. Return true while the user holds down the key identified by name. Donc là, voilà, c'est la fonction qu'on veut. Ça va nous renvoyer vrai tant que le bouton est appuyé. Donc c'est bien ce que nous on veut pour faire bouger notre personnage. Donc getKey. Et voilà, event keycode. Ça c'est ça que je voulais voir. Et en fait, le keycode là, c'est donc toutes les entrées du clavier, tous les boutons. Et bah voilà, hop, on va trouver le bouton qui nous intéresse. En l'occurrence, moi je voulais, voilà, celui-là. Up arrow. On revient sur notre code parce qu'on a assez vu la doc. Donc on a dit que getKeyDown c'était pas top, on va utiliser getKey et notre keycode c'est up arrow. Hop. Et du coup, si notre bouton up il est appuyé, notre personnage, on va le faire avancer. Donc je vais avoir besoin d'accéder à la position de mon perso. Alors, des fois, il y a besoin de choper des composants en faisant comme ça get component d'un truc. C'est un peu compliqué pour les néophytes, mais voilà, ce sera pour une autre fois. L'avantage avec la position, c'est que on n'a pas besoin de get component, on peut la récupérer assez facilement, vu que mon script là, mon personnage, il est attaché à mon objet personnage. J'ai juste besoin de récupérer le transform, comme on avait vu tout à l'heure. Transform, c'est là où il y a la position, la rotation et l'échelle, le scale. On va récupérer la position. Et on a dit, on va faire avancer le perso selon l'axe X. Du coup, on va faire X. Alors, on peut faire X++. On peut faire X plus égale 1. Dans les deux cas, ça va ajouter 1 à X. Alors, on va faire ça. Et je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi il ne faut pas faire ça. On a encore un peu de temps. Alors là, déjà, mon truc il va pas compiler parce que Unity accepte pas qu'on change dans les transforms comme ça, juste le X, juste une valeur de la position sur les 3 X, Y, Z. Unity, il apprécie pas ça. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est un peu chiant, mais il faut passer par alors, vector 3, donc c'est un vecteur tridimensionnel, donc c'est comme une position. Soit c'est un vecteur, soit c'est un point, ça peut faire les deux.
Donc voilà, en gros c'est un objet, le vecteur 3, qui prend qui en fait contient 3 valeurs de nombre. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être utilisé pour les positions et pour les coordonnées de vecteurs. En l'occurrence, nous, hop, on va appeler ça new position. Pour l'instant, la new position, ça va être la même que celle d'avant. Pardon. Cette nouvelle, c'est ça qui est vraiment relou avec Unity, malheureusement, c'est que cette position, maintenant, il faut en changer le X. Et ensuite, on dit au transform, hop, t'as une nouvelle position, c'est new position. Un peu tricky, un peu relou, ça prend 3 lignes. Mais voilà, au moins là, maintenant, à chaque fois qu'on va appuyer sur up, notre perso va avancer de 1. On va voir si ça marche. Hop, pour savoir si ça marche, vous avez ça là. La console. Si c'est tout rouge, c'est pas bon. S'il y a des messages avec des gros panneaux rouges, sens interdit, attention, stop, machin, ça veut dire qu'il y a une erreur dans votre code et qu'il va falloir corriger l'erreur avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Sinon votre jeu ne va tout simplement pas démarrer. On peut afficher aussi ce genre de panneaux pour d'autres raisons. Vous pouvez vous-même écrire des lignes de code disant je veux afficher un panneau rouge s'il y a ça qui se passe. En l'occurrence, quand vous avez fini avec votre code, les panneaux rouges ils vont juste s'afficher normalement quand il y a des grosses erreurs. Enfin, quand il y a des erreurs qui font que le code ne marche pas. Là, il n'y en a pas. Bingo. Il y a aussi des panneaux jaunes, là je ne les ai pas affichés, bon, il n'y en a pas, qui s'appellent des warnings. En fait, les warnings, ça ne va pas empêcher le code de marcher, mais ça peut être dangereux dans certaines situations. C'est des trucs où Unity, enfin le compilateur, qu'on appelle ça, il peut potentiellement faire des trucs bizarres dans certaines situations, dans certains contextes. Ou voilà, juste pour vous dire attention, là vous avez fait ça, vous allez perdre des données, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Peut-être que c'est ce que vous voulez, mais vous allez quand même avoir un avertissement. Ça peut encore une fois ne pas être très très grave. Donc alors comme j'avais dit, on va bouger un peu la caméra, parce que là ce qu'on veut nous c'est que, en fait c'est bien de voir que notre personnage il va bouger en X. On va le mettre un peu sur le dessus comme ça. Oula. Voilà. Ah, truc tout blanc. Mesh render. Ouais, vous savez quoi, on va juste mettre ce spatial mapping comme ça, c'est absolument dégueulasse, mais au moins notre perso il va évoluer sur du noir et pas sur du blanc sur blanc. Alors, hop, si j'appuie sur O, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de vous montrer sans péter mes câbles. Hop là, voilà. Bouton haut si j'appuie. Oula, ça va vite. Ça va très vite. Ça tombe bien. Alors déjà, c'est aller vers la droite, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est ma caméra qui est orientée comme ça. Et ouais, ça bouge. Et ça bouge maxi vite. Alors, comme je l'avais dit, je vais foutre la caméra plutôt à un endroit où... voilà. Où en fait, quand on va appuyer sur... tout droit, ça va aller tout droit et pas à droite. Attendez, je vais prendre 2 petites secondes. Simplement parce que là, je vais la mettre à 10 ici. 0 ici. Moins 10 du coup. Et du coup, ma rotation, forcément, c'est plus la même. Merde. Si, c'est complètement la même. Pardon. C'est juste que... où qu'il est passé mon petit perso. Ah mais c'est normal. Je fais vraiment... Voilà. Non, bah non, je suis encore en Z, mais putain, mais tuez-moi quoi. Moins 12, 0. Je fais n'importe quoi. Voilà. Là, on y est. Et là, normalement, si j'appuie vers le haut, notre personnage va aller en haut. Allez. Voilà, très vite. Là, j'appuie vraiment un tout petit peu. Bon, il tombe. Et parce qu'il y a de la gravité et qu'il n'y a plus le sol.
il va très très vite, c'est un peu embêtant. Alors, deux choses l'une. La première, ça va être que on a fait plus égale 1. Ça veut dire qu'à chaque frame, en fait, notre personnage il va avancer de 1. Et je sais pas si vous avez vu mes données là. Là, ma caméra elle est à 12 mètres déjà, à moins 12. La caméra elle est à 12 mètres du joueur. Ça veut dire que si j'appuie la distance entre le perso et la caméra, en 12 frames, elle va être... voilà, le personnage nous aura rattrapé. Ça va vite, 12 frames. Dans un jeu à 60 frames par seconde comme on a l'habitude, ça fait 20 centièmes, ça 20 centièmes de seconde. Ça va très très vite. En une seconde, notre personnage il a fait 5 fois la distance entre lui et la caméra. On veut pas ça. Donc ce qu'on va faire, c'est un truc magique, c'est qu'en fait, on va rajouter des paramètres qu'on appelle des attributs. Les attributs, c'est en fait des valeurs, c'est des données propres à notre personnage, à notre classe. En l'occurrence, nous, ce qu'on veut lui donner, c'est une vitesse. On va renseigner à quelle vitesse il va. Donc, hop, on va lui dire, on va mettre un float aussi, ça va être un nombre réel, pas forcément entier. Si vous savez quoi, on va mettre entier parce que j'ai mis que des floats depuis le début. On va mettre ça. Voilà. Ah, mais non, si c'est 0,5. Non, float. Ça va être un float. Et donc, float, on va mettre speed. Et on peut lui donner une valeur par défaut à ce float. On va mettre 1. Ouais, on va mettre 2, tiens, juste pour que ça ait un sens. Donc, on va se mettre 0,5, sinon il va aller encore plus vite. Hop. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que là, ce float, speed, là, à l'heure actuelle, le seul moyen que j'ai de le changer, c'est en code. Hop, voilà, c'est en code, j'ai aucun endroit là pour changer ma vitesse de mon personnage. C'est pas bien, ça implique que vous êtes obligé de coder pour faire quoi que ce soit dans le jeu. Y compris si vous êtes game designer. Et si vous êtes game designer et que vous savez pas coder du tout et que vous voulez tweaker, vous voulez adapter la vitesse du joueur à votre design, mettre les mains dans le cambouis, bon voilà, c'est pas forcément votre taf. Heureusement, si vous mettez cet attribut en public, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va être public pour tout le monde, y compris pour les designers. Et normalement, allez, voilà. Ah, c'est derrière ma tronche dans le. Est-ce que vous voyez là? Hop, oui, c'est bon. Speed 0,5. Donc maintenant que j'ai mis mon attribut en public, je peux changer la valeur depuis l'éditeur directement. Donc n'importe qui, pas forcément que les codeurs, va pouvoir bouger la vitesse. Et on va voir tout à l'heure que ça a plus d'une utilité pratique. Donc notre vitesse elle est là. Et du coup, plutôt que de mettre plus égale 1, on va mettre plus égale vitesse. Qu'est-ce que quoi vous en dites? Ça paraît logique. Hop. Allez, plus égale vitesse. Là j'ai mis 0,5. Hop. Allez, c'est parti mon kiki. Je vais appuyer sur le haut. Ça va encore un peu vite. Mais ça va moins vite. Si je mets 0,1. Ah, c'est encore derrière ma tête. Hop. Voilà. Si je mets 0,1. Je vais sauvegarder. Non, je vais pas sauvegarder. Voilà. Si je mets 0,1, on va voir notre personnage normalement. Il va aller un poil moins vite. Il va aller beaucoup moins vite. Là, c'est acceptable. Ça va peut-être même un peu trop lent. Évidemment, si je mets 15, le truc il va partir super vite. En réalité, là, ça a l'air bon. En réalité, il y a encore un problème. Le problème, c'est là, moi, je suis sur mon ordi de bureau. Avec absolument rien dans la scène d'autre qu'un sol et un perso. Forcément, ça tourne très vite. Il y a très peu de problèmes pour l'ordinateur. Voilà, il n'y a pas beaucoup de calculs. Du coup, là, en termes de nombre de frames par seconde, on doit être super élevé. Vraiment super élevé. Plus on va faire de calculs, plus le framerate va se réduire.
Et dans certains jeux, vous le savez, il y a des problèmes de framerate, ou dans les jeux AAA où il y a énormément de calculs, des fois ça atteint pas les 60. Et ça dépend de votre matos, ça dépend de beaucoup de choses. Donc il va falloir que le framerate, on le prenne en compte dans notre vitesse. Sinon, notre vitesse ne sera pas stable, vu qu'en fait on va passer dans la fonction update plus ou moins de fois selon le nombre de frames qu'on a par seconde. Donc pour chaque seconde, du coup on va avancer plus ou moins. C'est pas top. Heureusement, là encore, Unity a prévu le coup. Le framerate, on peut... Alors c'est pas vraiment le framerate qu'on va choper, c'est en fait le temps entre deux frames. C'est le temps entre les deux dernières frames. On va faire time.deltaTime. Et ça va récupérer le temps qui s'est passé entre les deux dernières frames. Donc ça va être assez précis, du coup. Du coup, peu importe en fait si votre framerate est lent, rapide ou quoi, on va avancer à la même vitesse. Parce que voilà, là, si il y a 1 centième de seconde entre mes frames, ma vitesse va être multipliée par 0,01. En revanche, si il y a 1 seconde entre chaque frame, donc votre jeu il avance quasiment pas, et on va récupérer cette ces frames qui n'ont pas été joués, qu'on aimerait bien avoir joué, en fait on va les récupérer en multipliant non pas là par 0,01 mais par 1, donc 100 fois plus. Et hop, alors là évidemment, comme je l'ai dit, notre delta time il va être très faible. Ça va être en l'occurrence là de l'ordre de même pas 1 centième, parce qu'il n'y a rien sur la scène. Donc généralement, comme j'ai dit, c'est 60 frames par seconde pour les jeux un peu classiques. 60 frames par seconde, ça veut dire 1 soixantième de seconde. Donc là, forcément, mon personnage, il n'arrive plus à avancer. Il va tout doucement, tout doucement. Et le truc que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est que là, ça avance pas du tout. Maintenant, je peux, pendant que j'ai appuyé sur play ici, je peux changer la vitesse. Ça va pas se sauvegarder en revanche quand je vais enlever play, malheureusement, c'est juste pour faire des tests. Mais imaginez, là je mets 50. Oula, hop. J'ai mis 50 et mon personnage, maintenant sa vitesse c'est 50. Voilà, hop. Je mets 1, il va rebouger à vitesse 1. Et on le voit pas parce qu'il est un peu loin, mais je vous assure. Ah bah non, c'est vrai que 1 tout à l'heure, ça marche pas très bien, à 10. Au revoir. Au revoir monsieur. Et comme je vous l'ai dit, ça va pas sauvegarder, la vitesse est revenue à mon 0,1 de départ. Bon, ça a l'air de bien marcher toute notre affaire là, qu'on va pouvoir faire pour toutes les directions maintenant. Donc si on est... on va faire un petit copier-coller. Hein. Si on tape vers le bas, au lieu de faire position plus égale, on va faire position moins égale. Donc ça va enlever cette valeur-là à la valeur X de notre position. Si j'appuie sur gauche, on va faire pareil avec l'axe Z. Alors, l'axe Z, là pour le coup, vu que j'ai été encore une fois pas très très malin, non c'est ça, il va vers la droite. Gauche arrow, putain, mais tuez-moi. Left arrow, tout est en anglais évidemment. Il y a des langages de code qui sont en français, mais globalement codé en anglais. Voilà. Donc left arrow, ça. Donc je vais prendre Z et je vais aller vers la gauche. Et même schmilblick, quand je veux aller à droite, plus égal. Et je vais modifier donc la valeur Z. Et là, normalement, sous vos yeux ébahis, on devra avoir un perso qui se déplace à peu près correctement. Sauf qu'il a toujours pas de vitesse, donc ça va pas bien se passer. On va le mettre à vitesse 10. Et c'est parti, mon kiki. Et évidemment, je me suis gouré dans les axes comme un gros fût. Donc là, j'appuie à droite et ça va à gauche. Hein. Mais voilà. Wouh! Yay! Perso qui bouge. Alors, je vais vite fait replacer les bons axes. Bon truc au bon endroit. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre?
J'avais d'autres choses en tête. Et je sais plus. Alors je vais commencer par vous dire que là vous voyez que ma caméra elle bouge pas, elle est fixe. Moi j'ai envie de faire un TPS. J'ai envie que ou genre un Zelda, voilà un Zelda. J'ai envie que ma caméra elle suive mon joueur. Bon, comment on va faire? Et ben comment on va faire? En fait, vous voyez là le petit truc où il y a tous nos objets là. La caméra, on va la foutre dans le perso, comme ça. Poc. Maintenant, elle est dépendante du perso. Quand le perso va bouger, la caméra va bouger. Alors, là, ça va être évidemment caca. Je vais pas vous mentir. Mais voilà. Notre personnage se déplace, la caméra se déplace avec. Évidemment, dans l'idéal, il va falloir mettre plein de rotations cool. Voilà, il va falloir que la caméra se tourne autour du joueur et tout. On fera ça une prochaine fois. Voilà, c'est pas forcément le but. Alors, j'avais autre chose. Je sais que j'avais autre chose de prévu à vous montrer et je sais plus ce que c'est. Non, déjà, je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait une erreur. Voilà, le start, du coup, je peux le virer, on s'en fout. Imaginons, je fais un truc qui... Bah, je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure. Donc, je vais remettre des petits commentaires là. En vert, là, ça veut dire que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est commenté, le code va pas s'exécuter. Je vais faire ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire tout à l'heure. Je vais essayer de modifier la position directement comme ça. Transform.position égale... et j'ai dit quoi? Ah non, point .x plus égale 1. Je vais essayer de faire ça. Normalement. Voilà. Alors le message, il dit que dans personnage.cs, évidemment j'ai cliqué dessus donc vous voyez moins bien, dans le script personnage.cs, à la ligne 41, caractère numéro 32, il y a une erreur, qui est l'erreur CS 1612. Cannot modify a value type return value of Unity Engine transform position. Consider storing in the value in a temporary variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne peux pas modifier un truc qui est dans le transform.position directement comme ça. Il va falloir foutre la valeur, la stocker dans une variable temporaire. Donc c'est exactement ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc là voilà, là j'ai une erreur. Hop. J'ai une erreur si j'essaie d'appuyer sur play. Alors vous voyez pas le play parce qu'il est sous la barre des dons. Mais si j'appuie sur play, voilà. Ça me dit qu'il faut que je corrige toutes les erreurs de compilation avant, donc toutes les erreurs dans le code, hein, ça veut dire, avant de pouvoir commencer le jeu. Parce que du coup, comme ça compile pas, il n'y a pas de jeu en fait. Là, il n'y a rien. Donc, hop, on corrige son erreur, on sauvegarde, CTRL S, l'ami de tous les gens qui ont Photoshop, de tous les gens qui écrivent sur Word et de tous les codeurs. Et l'erreur va disparaître sous nos yeux. Alors maintenant, un truc, si jamais vous vous mettez, ça fait 2 fois que je le dis ça, que vous vous mettez à coder. Si vous vous mettez à coder et que vous galérez, que vous avez des erreurs que vous ne comprenez pas, ça peut arriver, ça arrive même à des gens qui ont 15-20 ans d'expérience. Ça arrive vraiment à tout le monde. Moi, ça m'arrive encore très très régulièrement, malheureusement. Et imaginons, je vais remettre ce que j'avais tout à l'heure. Hop, j'ai une erreur. Celle-là, elle est simple. Imaginons qu'elle soit pas simple. Qu'est-ce que c'est que mon erreur pas simple? Je comprends rien à ce qui se passe. Et bien heureusement, là encore, notre ami Google, il va être bien utile. Il y a un code là, erreur CS 1612. Il s'avère que tous les types d'erreurs ont un code comme celui-ci. Et vous pouvez aller sur Google. Donc là, c'est erreur CS 1612, hein, on a dit. On va aller sur Google.
Hop, je vais taper Google pour que vous le voyez sur l'écran, mais évidemment Google pas Google, ne le faites pas. Donc je vais taper error CS 1612. Entrée. Et voilà, toutes les erreurs de compilation de code, de C++, de C Sharp et de C évidemment, elles ont toutes un code et elles peuvent toutes se trouver dans la doc de Microsoft. En l'occurrence, hop, je clique sur mon erreur et ça m'explique. Voilà. Ça m'explique pourquoi l'erreur a été faite, qu'est-ce que c'est que cette erreur. Et ça m'explique, ça me donne quelques exemples pour essayer de corriger l'erreur. Donc là, alors évidemment, c'est un peu du code un peu plus technique que ce que je fais, donc pas sûr que vous arriviez forcément à comprendre ce qui se passe, mais en gros là, il y a une liste et j'essaie d'accéder au premier élément de ma liste, à son nom, et j'essaie de le changer directement. Paf, j'ai l'erreur. Et là, ça me donne la bonne façon de faire. C'est qu'avant, en fait, sans modifier directement là, on va passer par une étape intermédiaire qui est la création d'une autre variable. Voilà. Et hop, on fait notre petit truc comme ceci et ça marche. Donc, c'est toujours des exemples de quand ça plante, quand ça plante pas. Et ça, souvenez-vous-en si vous vous mettez à coder. Il y a beaucoup d'erreurs qui arrivent aussi très très souvent. Pardon, j'ai perdu ma fenêtre. Il y a beaucoup d'erreurs qui arrivent très souvent et c'est une fois que vous avez fait la petite recherche Google sur les erreurs que finalement vous avez le petit déclic et que vous savez comment la corriger, ou au moins vous comprenez ce qui se passe. Alors, on va voir, il me reste 25 minutes. Ouais, ça sera à peu près 25 minutes. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux vous montrer tout ce que j'ai déjà fait. Essayer de vous montrer ce qui est possible avec Unity. Donc encore une fois, là on est sur un tutoriel tranquille ou bilou. Je vous ai montré, voilà, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait le code. Je vous ai montré un petit truc simple, comment faire bouger un personnage. Donc voilà, alors moi les trucs que j'ai, c'est pas des trucs incroyables, je vous le dis tout de suite. J'ai pas des gros machins, j'ai très peu codé, je code très peu à la maison en fait. Là je m'y mets maintenant que je suis au chômage, mais pour l'instant je fais beaucoup de... En fait j'essaye de faire des features utiles, voilà, à terme. J'aurais dû sauvegarder, je suis un peu con. C'est des trucs qui vont être utiles à terme pour faire des jeux, mais qui là pour l'instant ressemblent à rien. Et j'en ai pas fait beaucoup. Donc vous n'allez pas... Ça va pas non plus être incroyable. Je vais vite fait aller voir si ça vous dérange pas. Voir si... Non bon, il n'a pas encore l'air d'être là, notre petite amie Danette. Hop. Pardon. Ok. Alors ça c'est ce que je disais que je faisais tout à l'heure. C'est un peu bon. Caca. Caca. Non. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je le remontrais. C'est un peu rigolo en fait. C'est le but du jeu, c'est d'avoir un split screen dynamique quand on joue à 2 joueurs, plutôt que d'avoir nos 4 personnages, nos 2 personnages en l'occurrence, qui ont un split screen comme ça. C'est un peu relou mon histoire là. De fenêtre, voilà. Donc en gros je veux avoir un split screen qui, au lieu d'être soit comme ça, soit comme ça. Hop, j'essaie de le faire avec ma main sur ma webcam comme un abruti. Donc on va essayer de faire un truc un peu plus dynamique pour que nos 2 joueurs puissent se balader, se tourner autour, en sachant toujours où ils sont l'un par rapport à l'autre. Alors Diffty, pardon, je suis en train de bouger mes fenêtres, c'est un peu caca. Il y a pas un game dev qui a montré ça récemment sur Twitter, ce genre de split screen. Alors si, certainement. Je sais pas exactement à qui tu fais référence, ni à quel tweet, mais c'est un truc qui tourne régulièrement. Les premiers à avoir fait ça, à ma connaissance, ce sont les développeurs des jeux Lego, TT Games à Manchester, qui en fait dans les jeux Lego, quand on joue à plusieurs, il y a ce type de split screen là. C'est
vraiment très très cool. Et du coup, ça a donné l'idée, notamment à moi, mais aussi à plein d'autres devs, d'utiliser ce split screen et d'essayer de l'édulcorer un petit peu pour avoir plus que 2 joueurs. Il y a des devs qui l'ont fait déjà, et effectivement qui le montrent, alors notamment donc sur Twitter très certainement, et sur la GDC. Si vous connaissez pas la GDC, c'est la Game Development Conference. Ça a lieu idéalement tous les ans. Je dis idéalement parce que du coup cette année, comme vous pouvez vous en douter, ça a été annulé. C'est toujours vers le mois de mai. C'est au mois de mai aux États-Unis. Et en fait, il y a plein de devs qui en fait viennent faire des talks, faire des conférences sur ce qu'ils ont fait. Des fois, c'est des post-mortem, savoir ce qui n'a pas marché dans leur jeu, pourquoi ça a marché. Il y a plein de trucs, plein de conférences utiles, et il y a aussi des conférences techniques. En l'occurrence, il y a une conférence que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Juicing Your Cameras with Math. Et c'est un mec qui est ultra calé en maths appliquées à la programmation et qui fait des caméras bien lourdes, avec des super beaux screen shake, super belles caméras shake, super beaux caméras shake, pardon, et notamment des split screen donc à plusieurs personnages comme j'essaie de faire là. Et lui, il l'explique assez bien et il l'a surtout super bien fait. Alors Fashowa, ils ont fait quelques comptes sur Twitch. A priori, ils vont en faire. Je crois que encore une fois, je crois que ça n'a pas encore été fait. Normalement, généralement, c'est au mois de mai, la GDC. Peut-être qu'il y a eu des trucs que je n'ai pas été au courant, mais voilà. Donc voilà, je vais vous montrer, très rapido. Ah, c'était il y a quelques jours, ok, bon bah autant pour moi, je suis passé un peu à côté. Donc voilà, j'ai mes 2 persos qui se déplacent, comme ceci, voilà, indépendamment. Hop. Et si je les éloigne, alors moi c'est un peu dégueu parce que j'ai pas poussé encore, j'ai pas encore peaufiné tout ça. Mais voilà, quand ils s'éloignent, j'ai mis une carte du monde au fond pour qu'on sache à peu près où on est. Mais comme vous pouvez le constater, quand on s'éloigne, en fait, la caméra, on a 2 caméras, une qui suit le joueur 1, une qui suit le joueur 2. Et donc en fait, ça, voilà, j'ai mon split. Qui se fait dynamiquement et qui surtout est relative à la position du joueur dans le monde. Donc là, et quand les 2 joueurs vont vers le split screen, on sait qu'ils vont l'un vers l'autre. Donc là, en l'occurrence, si j'essaie de les rapprocher, je vais m'éloigner un petit peu parce que j'ai tout le temps les mêmes choses qu'on voit là. On va aller au Congo là, allez hop. Non tiens, on va aller en Afrique du Sud parce que l'info est sud-africaine. Et voilà. Petit hommage. Et donc mon joueur 1 il va se rapprocher de mon joueur 2. Et hop, le split screen disparaît, c'est bon. Et il va repartir dans l'autre sens et resplitser comme ceci. Comme je l'ai dit, voilà, c'est encore un peu dégueulasse, mais j'ai pas peaufiné le truc. Pour l'instant, moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir le split screen. Comme le dit Difty, effectivement les render targets que je les ai foutus où d'ailleurs. J'ai un screen splitter ici, c'est pas ça. Normalement dans mes... Attendez, hop, clac. En théorie, j'ai des caméras. Elles sont passées où? Eh ben, mon affaire a pas envie de me les donner, mes caméras, tiens. Un peu méchant, ça. Ah si, voilà, caméra 2 est là. Et donc, normalement, mes caméras, il y a des petites... ici, sur celle-là, en l'occurrence. C'est ça, sur celle-là. J'ai mis des masques, des trucs comme ça. Bon, voilà. Je vais pas vous expliquer exactement ce qui se passe. Mais en gros, voilà. Ça permet de cacher un peu... Là, si je bouge... Hop. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, je crée un espèce... Pour l'instant, du moins, j'espère que je vais trouver un truc plus propre à faire. Cette espèce de gros rectangle gris, là. En fait, c'est la première caméra qui essaie finalement de cacher des trucs. Et tout ce qui n'est pas caché par première caméra, la deuxième caméra vient se foutre dessus. Je suis en train de bosser sur la version à 4 joueurs. Pour l'instant, j'ai rien dessus. Et est-ce que j'ai des scripts? Ouais, j'ai celui-là. Ouais, recharger. Alors, du coup, le code est un peu longuet. Il y a pas mal de trucs où il y a marqué temp à renommer et tout ça. C'est vraiment du purement test. Voilà, j'ai pas mal de trucs bien dégueux.
Mais vu que le but c'est pas de le faire que pour 2 joueurs, ça c'est du code juste pour tester, pour voir si ça marchait vite fait, quoi. Voilà, c'est ça là, le calling mask. C'est ça qui fait que je peux voir une caméra par-dessus l'autre. Et voilà, bon, ça c'est du code. Et j'essaie de replacer la caméra selon la position du joueur, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu chiant. Donc là, je suis en train de faire un truc à 4 joueurs où l'idée, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les diagrammes de Voronoi. En fait, c'est un gros terme parce que c'est un mec qui s'appelle Voronoi qui a créé ça. Et en gros, en fait, ça permet de partitionner un espace. Donc en gros, j'ai un rectangle comme ceci. C'est un triangle, voilà. Bon, un rectangle, quoi. Et en fait, le rectangle, je vais pouvoir le subdiviser. Genre, on va mettre, selon les points qu'on a dans le rectangle, en fait, on va subdiviser le rectangle de telle sorte que chaque point ait sa propre subdivision et surtout que peu importe où on est dans le rectangle, le point le plus proche, c'est le point qui est dans ce rectangle-là. C'est pas des rectangles d'ailleurs, c'est des shapes, c'est des formes un peu... voilà, des polygones. Et du coup, en fait, ça permet de diviser l'espace comme ça, et donc potentiellement, dans mon cas, de diviser, j'ai 4 joueurs, de diviser mon écran en 4, diviser ma zone de jeu en 4, et de pouvoir justement faire un split screen où toutes les séparations se font dans le bon sens. Après, j'ai pas que ça à vous montrer, normalement. J'ai un truc un peu plus... Alors ça s'appelle Zoodialogue, mais en fait, c'est pas un Zoodialogue. Et évidemment, c'est pas là. J'avais commencé à faire un truc pour des dialogues et en fait ça s'est terminé à ce que ce soit pas du dialogue. Qu'est-ce que... Pitié, dis-moi que c'est y. Voilà. Alors. Ouais. Je vais juste mettre game comme ça. En gros, moi, ce qui m'intéresse là, ce qui m'intéressait, c'est au départ, je voulais faire un système de dialogue, je le ferai plus tard, et en fait, ce que j'ai fait, c'est un système d'interpolation. L'interpolation, c'est, en fait, c'est une des bases d'un jeu fluide. C'est un truc, on le voit pas trop à l'école, on y pense pas trop, et en fait, l'interpolation, c'est juste ce qui fait que tout va marcher dans un jeu, voilà, de manière smooth, fluide, nice, tout ça. En gros, si j'ouvre le code, évidemment, j'ai tout dans mes tests comme un sac. Non, j'ai mis ça dans math. Voilà, math interpolation. J'ai mon code. Donc j'ai mes types d'interpolation, on n'a pas besoin de les voir pour l'instant. Interpolation linéaire. En gros, ça fait juste ça. C'est-à-dire qu'on a un nombre A, un nombre B. Donc, généralement, c'est souvent des positions. Et on a un ratio ici. Et en gros, selon le ratio va varier entre 0 et 1. Quand ce sera 0, ça va nous renvoyer du coup A fois 1, plus B fois 0, donc ça va nous renvoyer A. Quand le ratio sera 1, à l'inverse, ça va nous renvoyer B. Et entre 0 et 1, ça va nous renvoyer des valeurs entre A et B, en fait, qui font qu'on peut, comme ça, choper des positions entre deux points, de manière totalement fluide, et généralement, on va interpoler par rapport au temps. Par exemple, si on veut qu'on aille d'un point à un autre en 1 seconde, et ben on va mettre notre temps ici, là, dans T. Et puis, enfin, ratio c'est T, hein. Je cherche pas la complication. Et en gros, en fait, pendant 1 seconde, notre personnage va évoluer du point A vers le point B de manière totalement fluide. Il se trouve que de le faire de manière linéaire, c'est évidemment très très utile, mais c'est pas la seule façon d'interpoler qu'on a envie d'utiliser. Et en fait, donc là, ce que j'ai fait moi, c'est finalement, j'ai codé un peu plein de différents types d'interpolation, et je me suis fait une petite scène de démo. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a comme tronche, ces interpolations-là? En l'occurrence, voilà, interpolation time, j'ai mis 2 parce que donc, ça va prendre 2 secondes entre le début et la fin. Je vais mettre linéaire, vous allez voir ce qui se passe. Alors in, out et in, out, j'expliquerai après. Dans linéaire, c'est pas très, très utile. Là où j'ai mes flèches, en fait, ça va donner une représentation graphique de mon interpolation. Donc
linéaire, ça va partir du bas, voilà, ça va faire un truc linéaire, et ça va aller vers le haut, en fonction du temps. Et vous allez voir ma barre de texte, ma petite bulle de texte, qui va se déplacer linéairement du début vers la fin, qui va grandir et tout ça. Hop. C'est parti, c'est parti. Hop là, voilà. C'est linéaire, c'est tout simple. Donc ma bulle elle grossit et elle se place vers le milieu. Maintenant si je change, que je mets... alors quad c'est pas super visible, je vais mettre quartz. Donc quartz c'est... En fait au lieu que en gros mon temps je vais le transformer de façon que... vous allez voir en fait, vous allez voir avec la courbe. Si je mets in... En fait la courbe elle va être... Voilà. En fait ça va très doucement au début et très vite à la fin. Je vais le relancer. Très doucement au début. Et très rapide à la fin. Si je mets out, en fait ça va inverser la courbe, donc c'est l'inverse qui va se passer. Ça va aller très vite au début, très doucement à la fin, ça va... Donc ça va grossir très rapidement et après ça va se caler. Hop là, voilà. Voilà, un petit saut dans les frames. Et je peux faire in-out, ça va commencer très doucement, ça va finir très doucement, et au milieu il va y avoir l'accélération. Comme ceci. Hop là. Ça c'est plutôt smooth, moi j'aime bien. Et après il y a des trucs, exponentiels, sinusoïdal, machin et tout. Moi celui que j'aime bien, c'est le bounce. Bounce out, en fait ça va faire rebondir notre boîte de texte sur au milieu. Comme ceci. Boom. Et voilà. Et ça, pour un petit jeu, c'est toujours, ça fait toujours son petit effet, c'est très sympathique. Et ça, ce genre de fonction-là, je l'ai utilisé sur une bulle de texte pour que ce soit visible rapidement, mais c'est utilisable sur absolument tout. En l'occurrence, bounce, voilà, on va peut-être utiliser ça pour de l'UI, pour de l'interface graphique, et les autres types d'interpolation, plus pour d'autres choses, plus pour des mouvements, des trucs comme ça. Voilà, il y a élastique aussi, on va mettre élastique in, hop. Bon, je vais pas tous les faire, vous comprenez un peu l'idée. Oula, c'est un peu le bordel, mais voilà, c'est élastique. Élastique out. Hop là, voilà, c'est élastique. Superbe. Et après, j'avais d'autres trucs, mais je crois que c'est pas prêt. Ouais, je crois que j'ai tout supprimé, que j'ai foutu ça dans un autre projet, donc non. Mais en fait, ce qui est assez cool aussi avec Unity, c'est qu'on peut éditer Unity finalement. On peut éditer nos outils. Et ça, c'est méga cool. Alors, je vais voir si j'ai encore le code. Je suis moyen sûr. Ce serait dans Illusion of Time 3D, parce que j'ai essayé de faire un remake d'Illusion of Time en 3D comme un mec voilà, qui a cru que c'était une bonne idée de faire des projets comme ça. J'ai bossé 1 heure dessus, j'ai arrêté. Donc là voilà, les 10 dernières minutes, je vous propose de vous montrer ce qui peut être, voilà, ce que Unity peut faire en fait en termes d'édition un peu sympa. Là j'ai essayé de refaire les personnages de Secret of Mana comme un abruti aussi. Voilà. Bon, moi ce qui m'intéresse, Windows. Bon ça y est pas là, mais est-ce qu'on va avoir ce que je veux avoir? Caméra mesh, non. On va pas. Dialogue système. C'est quoi ça? C'est un game language machin. Ah non, je n'étais pas allé au bout. Je n'étais point allé au bout, c'est un peu dommage. Bon tant pis. J'avais en fait un système assez cool où en gros on peut éditer nos propres outils. Et puis voilà, ça me permettait notamment de créer des boîtes de dialogue, en fait, de créer des dialogues. Pardon, vous avez vu ma run de Secret of Mana que je suis en train de travailler. D'ailleurs, je vais le fermer parce que je vais pas avoir le temps de jouer d'ici ce soir. Alors, qu'est-ce que je veux faire déjà? Je sais plus. Oui, ouvrir Unity.
essayer d'ouvrir ça. Je suis pas sûr que ça marche. Un vieux projet que j'avais avec des potes, dont un avec qui j'ai travaillé à Ubisoft Bordeaux, et là peut-être qu'il y aura des... Alors le projet va pas marcher, hein, je vous le dis tout de suite, c'est une vieille version d'Unity. Je vais pas pouvoir appuyer sur Play, mais il y a peut-être des outils d'édition. I made a backup, go ahead. Bon allez, vas-y. On s'en fout, de toute façon c'est un projet qu'on n'utilise plus. En plus vous avez du code bien compliqué en fond pour bien vous prendre la tête. Il n'y a pas un truc plus simple là? Non, j'ai que des trucs compliqués d'ouvert là. Bon, bah je crois que on va peut-être s'arrêter là. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'ouvre. C'est une fin un peu foireuse, hein, je suis désolé. J'espère que vous avez apprécié une magnifique animation de bounce. Est-ce que... Ouais, non, là j'ai que les trucs compliqués, j'ai pas les trucs simples du tout. Enfin bon, de toute façon, on a encore un petit peu de temps, hein, le temps que la danette arrive. Et donc voilà. En théorie, mon créneau finit dans 5 minutes. Vous pouvez écouter la musique en même temps. Ah bah voilà, bon bah non, il lance les DLL et tout, donc voilà, hein, je pense qu'on est bien... On est bien attrapé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques trucs utiles quand vous voulez créer des jeux, quand vous voulez pas forcément coder, créer des jeux. Voilà, vous allez vous tapez GDC comme ça, un Game Developers Conference. Alors ça fait pas à boire et à manger non plus, hein, ça fait pas le café. Est-ce qu'ils ont un lien vers leur page YouTube? Non. Bon. Ça fait pas le café, il faut quand même avoir un minimum de base, mais en gros, voilà. Donc la chaîne YouTube de la GDC est assez utile pour avoir donc plein de conférences. Donc en l'occurrence là, il y en a qui sont sortis récemment. Alors, elles sont parfois sorties il y a plusieurs années, ils les mettent maintenant. GDC Volt, le truc où il y a tout, YouTube est un peu en retard, ouais voilà, c'est ça, YouTube est un peu en retard effectivement. Mais voilà, ils ont quand même une chaîne YouTube avec leurs conférences dessus, en l'occurrence, comme on en parlait tout à l'heure, les GDC 20 Virtual Talks, donc, qui ont effectivement déjà eu lieu, il y en a pas mal. Il y en a une sur truc de narration, hein, Kill the Hero, Save the Narrative World. Le matchmaking dans Halo 5, du game development sans stress, le truc voilà, finalement des TED Talks un petit peu. Hein. Représenter les caractères les personnages LGBT dans les jeux, etc. Et ils font design talk, programming talks, etc. Et je vais vous montrer si... non, évidemment, elle n'y est pas. La conf dont je parlais tout à l'heure, je signe leur caméras with math. Voilà, celle-là. Je vais pas appuyer sur play parce que bon, voilà, vous l'avez sur YouTube. Je vais pas faire un play, dans un stream, dans un play ou je sais pas quoi. Et vous avez la math for Game Programmers aussi, toutes les playlists enfin YouTube. Alors celle de Gwen Frey sur Kiné, c'est de cette année d'ailleurs. Ok. Je regarderai ça. Je suis un peu en retard sur mes confs GDC. Donc voilà, celle de Using Your Camera with Math. On va peut-être pas voir avec la miniature, mais voilà, il fait pas mal de trucs sur les caméras shake et sur les split screen dynamiques dont je parlais tout à l'heure, qui sont vraiment fort cool. Après, est-ce que je peux continuer sur des trucs là? Si. Bon. Non, c'est pas trop.
Vous pouvez, bah, tant qu'à faire, vous pouvez créer, par exemple, des create game object. Hop. Ah mais non, mais j'ai fermé Unity. Oh, je suis vraiment un pire sac. En fait, il y a un truc cool sur Unity aussi. Alors je vais essayer de vous le montrer sur je dis c'est cool sur Unity, mais c'est cool dans tous les moteurs. Hein. C'est des trucs. Il n'y a pas que Unity qui l'a. Hein. C'est tous les moteurs de jeu auront ce genre de système-là, qu'ils appelleront d'une façon ou d'une autre. Ça va fonctionner de diverses manières. Et, voilà. Et en gros, alors je vais pas aller sur YouTube. Ce qu'on appelle des préfabs. Hop. En gros, les préfabs, c'est un ensemble d'objets. Comme moi tout à l'heure, j'avais mon personnage, c'était ma capsule, ma tronche et ma caméra derrière. Ces trois objets-là, en fait, on peut les assembler, comme j'ai fait, et surtout les sauvegarder assemblés. Donc si vous avez un perso, si vous avez plein de trucs où vous avez besoin de garder un ensemble d'éléments comme ça, associés d'une certaine façon, et vous avez besoin surtout de les réinstancier plein de fois. Les persos, ça en est un. Ça peut être des arbres, ça peut être un donjon, typiquement un donjon, voilà. Et ben, vous pouvez sauvegarder en fait tout ce bloc-là dans ce qu'on appelle un préfab. Donc là, en l'occurrence, voilà, l'exemple qu'on vous donne, c'est un crâne avec le cerveau dedans, voilà, tout ça. Donc, tout ça, si vous le sauvegardez, ça va être un préfab. Et donc vous pouvez instancier, voilà, tout votre crâne directement dans votre jeu, directement dans Unity, soit dans Unity en faisant un drag and drop tout simple qui va placer votre objet dans la scène, comme je faisais tout à l'heure avec le cube, soit vous pouvez le faire en code. Voilà. You should also use prefabs when you want to instantiate game objects at runtime. Vous voulez créer, par exemple, un jeu de shoot, tiens, Enter the Gungeon, avec plein d'armes différentes et plein de types de munitions différents. Donc vous avez plein de munitions, oui, c'est ça, de balles différentes. Mais évidemment, au runtime, au début, elles sont pas là, les munitions. Il faut d'abord tirer, ça crée une balle. Et ben vous faites ça. En fait, vous renseignez votre préfab en code, ici. Et en fait, quand vous allez par exemple, genre cliquer sur la souris pour tirer, en cliquant sur la souris, vous allez faire instantiate comme ça. Vous allez appeler la fonction instantiate. Ça va instancier votre préfab, ça va le créer dans votre jeu à une position définie, avec une orientation définie. Cette orientation, on va pas en parler maintenant parce que comme vous pouvez constater, hein, il est marqué là quaternion.identity. Vous ne voulez pas savoir ce que c'est. Du moins pas encore. Je vous conseille rien d'ailleurs, c'est avec l'habitude, si vous codez, vous finirez par découvrir ce que c'est qu'un quaternion et puis vous ferez avec. C'est un objet mathématique qui permet de faire des rotations assez simplement, sans erreur dans le jeu vidéo, mais c'est un objet mathématique assez bâtard qui est très peu utilisé en maths d'ailleurs pur. Ça a été découvert au 19e siècle et c'est quasiment utilisé que dans les jeux vidéo en fait. La danette, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin de partir. On a encore 5 minutes, on peut gratter 5 minutes. Mais mon petit Danichou, là, j'ai besoin de toi. Je vois que tu es en ligne sur Discord. Je cherche mes mots aujourd'hui. Hein. Je vais le taguer. Bon, évidemment, j'ai plus rien qui marche. Une page web ralentit votre navigateur. Voilà. Alors. La danette, es-tu prêt? Oui, non mais oui, c'est clair que je pourrais partir et faire une coupure. De toute façon, il faudra que je le fasse si ça traîne trop. Mais voilà, le but c'est quand même aussi un peu de l'éviter. Je vais mettre ma musique un peu plus forte.
pas plus fort, ça c'est... L'occasion peut-être de dire ce qui arrive après. Donc là, vous avez la Danette du coup, qui va prendre le relais dans 5-10 minutes pour tester les jeux du festival Amaze. Ce soir, vous avez un challenge Photoshop entre 20h et 23h. Moi, je vous retrouverai demain. Alors demain, c'est une journée pleine, encore une fois, hein, à partir de la matinale à 9h jusqu'à 23h. Et le dernier créneau, c'est moi qui l'aurai. Et je vous retrouverai demain soir pour le blind test. Blind test qui sera, je pense, désormais hebdomadaire. Hein. Ce sera le même que la semaine dernière avec de nouveaux morceaux, sans nouvelles chansons, sans nouvelles musiques de jeux vidéo à deviner. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, donc demain soir, 20h-23h, un petit blind test si vous êtes chaud. Et évidemment, il y aura toute une journée de stream avant ça. Metal Gear Solid 5, Bioshock 2, les puzzles de Fash, Animal Crossing, Shovel Knight, Uncharted 4. Grosse hype! Et notamment hype, notamment, parce que c'est moi qui le host, mais le blind test. Et j'espère que vous serez aussi nombreux et aussi passionnés que la semaine dernière, parce que j'ai vraiment pris un grand plaisir à host ça la semaine dernière. La Danette arrive. Et pour ce qui est du jeu, je vous retrouve a priori, alors c'est pas les plannings sont pas encore faits, mais peut-être mardi matin pour la suite et la fin de The Bridge. Et je suis en train de bosser mon petit speedrun de Secret of Mana pour vous garantir ça le plus rapidement possible, j'espère. Je suis pas encore prêt. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas encore prêt du tout. Donc, c'est... Voilà, je vous dis au revoir maintenant, parce que je constate que la Danette est parmi nous. Salut. Coucou. Écoute, je te laisse nous présenter les jeux du festival Amaze. Et c'est tout pour moi. Je vous dis à demain soir pour le blind test, n'oubliez pas. Et la Danette, c'est à toi dans 3, 2, 1. Au revoir.